Bienvenue à la Maison Française pour ce nouvel épisode de 2020 Philosophers, une série consacrée donc au renouvellement de la philosophie en langue française. Et aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir Florence Burga. Florence Burga est philosophe. Elle est directrice de recherche à l'INRAE, l'Institut national pour la recherche sur l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Elle a été affectée depuis 2012 aux archives Husserl. Florence Burga est une des philosophes françaises contemporaines les plus importantes, particulièrement sur la question animale. Elle mène une réflexion essentielle depuis une vingtaine d'années sur une phénoménologie de la vie animale. Elle travaille aussi sur la condition animale dans les sociétés industrielles et elle travaille sur l'anthropologie de l'humanité carnivore. Et puis aussi, c'est aussi un de ses domaines, elle travaille sur les questions du droit animalier. Florence Burga le fait généralement de manière plutôt discrète, en philosophe, parce qu'elle n'aime pas beaucoup s'exprimer dans les médias. Et je la remercie donc d'autant plus d'avoir accepté mon invitation. En revanche, elle intervient dans la sphère publique à travers des associations de défense des animaux. À la différence de certains philosophes, elle ne se contente pas d'écrire, mais elle met en pratique les conséquences de ses thèses philosophiques. Parmi ses livres, je voudrais citer un de ses premiers succès, Animal mon prochain, qui était paru chez Odile Jacob en 1997. On pourrait citer aussi, parmi d'autres, Liberté et inquiétude de la vie animale, paru chez Quimet en 2006. Et plus récemment, un livre qui a été aussi à un moment très important, qui reste une référence importante sur la question de l'histoire humaine censée être de nature carnivore. Elle a écrit au Seuil en 2017 un livre qui s'appelle « L'humanité carnivore ». Sans oublier parfois des livres plus personnels, comme l'un d'eux que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Vivre avec un inconnu », miette philosophique sur les chats, paru chez Rivage. Alors, son livre le plus récent a une dimension un peu polémique, mais au sens noble de la controverse philosophique. Il s'intitule « Qu'est-ce qu'une plante ? Essai sur la vie végétale ». Il est paru au Seuil donc, cette année. Et ce livre questionne un mouvement très, très contemporain qui accorde du crédit à la vie végétale, aux plantes, aux arbres, et qui intègre ce végétal dans la sphère de la sensibilité sans plus faire de distinction avec l'animal. Et donc, Florence Burga s'adresse à cette, comment on dit en anglais, elle adresse cette question d'un point de vue aussi de la philosophie phénoménologique. Vous connaissez le protocole de notre série. Florence Burga va présenter son travail. Je demande à mes invités de faire une sorte d'autoportrait philosophique. Puis nous discuterons de la situation philosophique contemporaine en France et aux États-Unis, ensemble. Et puis, vous pourrez poser vos questions. Vous pouvez les poser d'ailleurs dès maintenant. Je les transférerai, je les redirai, donc je les dirai à notre invité. Vous pouvez le faire par le biais de l'onglet Q&A, ou questions et réponses, qui est au bas de votre écran. Donc, Florence Burga, on vous écoute. Un grand merci d'être là à la Maison Française. Et c'est moi qui vous remercie. Je suis navrée de ce problème d'heure. Et je suis navrée aussi de faire ma présentation en français. Je ne suis pas capable de la faire en anglais et de mener la conversation en anglais. Alors, je voudrais peut-être être un peu générale pour introduire la question animale. Qu'est-ce qu'on entend par question animale ? Peut-être insister sur la dimension philosophique de cette question. Car en effet, je crois qu'aborder la question animale, c'est véritablement renouer avec la définition initiale de la philosophie comme étonnement devant ce qui est tenu comme allant de soi.
Et en effet, quand on commence à se pencher sur cette question, alors que tout est fait dans les sociétés contemporaines ou pas contemporaines d'ailleurs, mais enfin restons à notre époque, tout est fait pour qu'on ne se pose pas cette question. Quelle est cette question? Pour être plus précis, c'est comment se fait-il que au sein d'une société pacifiée, eh bien, on mette à mort un nombre de plus en plus important du reste d'animaux, alors que nous n'en avons plus besoin pour nous vêtir, pour nous nourrir, etc., sans que cela nous gêne, sans même que nous le voyons comme un problème. Donc, il y a cette situation paradoxale qui fait que ce point aveugle, au fond, coïncide avec une présence massive de produits animaux, vraiment une présence massive, et en même temps, nous ne percevons pas ces produits comme ceux qu'ils sont en vérité. Alors, bien sûr, il y a tout un ensemble de mécanismes qui tiennent ces conditions d'engendrement à distance, et éventuellement, on pourra les décrire. On peut noter aussi un certain nombre de ce que je pourrais appeler des symptômes, par exemple, lorsqu'il y a une catastrophe naturelle, un incendie ou une inondation. Seules les victimes à déplorer seront les victimes humaines. D'ailleurs, on ne mentionne même pas les victimes animales. Et donc, tout se passe comme si, bien évidemment, le fait de ne pas relever leur mort implique qu'on ne reconnaît pas non plus que ces individus ont une vie, ont vécu pour eux-mêmes. Alors que nous savons pertinemment qu'il n'en va pas ainsi. Les sciences, même si je n'accorde pas un crédit démesuré à la preuve scientifique, car au fond, toutes ces questions ont été pensées tellement magistralement, tellement précisément dans l'Antiquité grecque ou gréco-romaine par la suite. Mais enfin, le paradoxe est là. Nous avons des disciplines, en particulier l'éthologie ou l'éthologie cognitive, qui précisent de plus en plus nettement ce monde psychique des animaux. Un certain nombre de gens ont l'expérience de ce que sont les animaux pour vivre avec eux. Et dans le même temps, nous restons, on pourrait le dire comme ça, profondément cartésiens. C'est-à-dire que les animaux ne meurent pas parce que, bien évidemment, nous ne leur reconnaissons pas une vie qu'ils vivraient en propre. La philosophie a un statut assez complexe finalement dans cette affaire parce que dans sa longue histoire, on peut voir que de manière dominante, elle participe à la construction de cet aveuglement. Je la rangerai du coup à ce titre, mais pas seulement, mais je ne la considérais pas simplement de ce point de vue, mais on peut à ce titre la ranger parmi les grandes institutions qui contribuent à maintenir ce point aveugle. Parce que la philosophie, par exemple, en construisant une éminente dignité métaphysique de l'homme, en pensant un dualisme radical, bien sûr mise à mal, par exemple, par l'empirisme ou le sensualisme au XVIIIe siècle, mais enfin, dans sa voie dominante, elle concourt à construire cet aveuglement, à côté de, je dirais, deux autres grandes institutions que sont le droit et les religions. En effet, de manière tout à fait contre-intuitive, le droit, dans sa grande division bipartite entre les personnes et les choses, a rangé les animaux parmi les choses. Il serait moins étrange de les ranger parmi les personnes, même si, bien évidemment, ce concept de personne fait discussion. Mais enfin, les ranger parmi les choses est tout à fait curieux. La parenté entre les humains, dont aujourd'hui on rappelle quand même après Darwin qu'ils font partie du règne animal, s'ils étaient placés dans un même ensemble, nous serions devant une situation moins étrange que de les placer avec les meubles meublants. Et même si, c'est une parenthèse que je refermerai rapidement sur le droit, même si récemment d'ailleurs,
je crois, le premier pays à avoir légiféré en ce sens, c'est la Suisse en 92. Les législations européennes ont fait un étrange pas en avant lorsque dans leur texte un peu pilier, qui est par exemple le Code civil en France, en 2015, en France, le législateur reconnaît enfin que ce qui caractérise de façon essentielle l'animal, c'est d'être un vivant doué de sensibilité. Mais immédiatement, le législateur ajoute que les animaux resteront soumis au régime des choses. Et on voit ici la puissance, bien sûr, de la fiction juridique, qui permet un peu n'importe quoi, en tout cas, elle s'émancipe de la contrainte du réel. Et on voit aussi qu'au fond, le législateur peut tout à fait reconnaître que les animaux ne sont pas des choses, que cette sensibilité les apparente évidemment radicalement aussi aux humains, mais que cependant nous continuerons à les traiter comme si ils étaient des choses. Bon, je ne m'arrête pas sur les religions, bien sûr, hein, qui concourent aussi à maintenir les animaux dans cette sphère des choses utilisables. Donc face à ces obstacles, on peut dire ces obstacles très, très profonds, très fondateurs, comment la philosophie a-t-elle répondu? Parce que lorsque je parlais du statut complexe de la philosophie dans cette affaire, c'est que je pense profondément que ce qui peut mettre à mal la philosophie en tant qu'institution qui fonde aussi la réification des animaux, je crois qu'elle seule est capable de mettre à mal ce qu'elle-même a édifié. Donc, le travail critique est à mener. Oui, un dernier élément à charge contre peut-être ce que Schopenhauer appelle la philosophie des professeurs, c'est de constater que dans les manuels d'enseignement des classes terminales, on voit assez bien se mettre en place cette grande rupture, puisque de façon parfois un peu caricaturale à propos de toutes les grandes notions, il est dit que l'homme, contrairement à l'animal, a une âme, une conscience, un langage, etc. De sorte que cet animal, au fond, jamais dans ces conditions la philosophie ne cherche à le penser, mais elle édifie plutôt une sorte d'universel vide. L'animal, c'est celui qui n'a pas ce dont l'homme est doté. Et donc, cette définition privative semble être le préalable pour que les jeunes gens entrent dans la démarche philosophique. Quelles sont les réponses qui sont apportées à cette définition privative ou à ce dualisme radical? Je vois trois mauvaises réponses à ce dualisme radical. La première mauvaise réponse, c'est l'instauration de ce que j'appellerais volontiers une sorte de continuisme naïf, par lequel je désignerais cette attitude qui consiste à considérer que les animaux possèdent les traits, les qualités, les attributs, les ébauches de traits, de qualités, d'attributs qui ne sont pleinement développés que chez l'humain. Et on voit apparaître des notions telles que protoculture, protolangage, comme si les espèces animales étaient une sorte de balbutiement, de premier bégaiement, de capacité que seul l'être humain peut pleinement accomplir. Alors bien sûr, on peut voir apparaître dans cette perspective des qualificatifs assez charitables, tels que celui de frères inférieurs. C'est déjà pas mal, me direz-vous, parce qu'il y a quand même le mot frère. Mais on peut se demander, au fond, qui sont ces animaux qui sont comme une série de ratés dans la création. Voilà, ce seraient des ratés de la création. Et puis, à la façon un peu de Teilhard de Chardin, eh bien, l'homme accomplit pleinement ses ébauches.
La deuxième mauvaise réponse, je pense au dualisme radical, ce serait une sorte de monisme matérialiste dont Ancionas, je trouve, montre de façon convaincante que ça n'est que le développement, l'inflation d'une des deux branches du dualisme. Car ce monisme matérialiste aboutit ou voisine ou engendre une sorte de réductionnisme généralisé. Le réductionnisme, donc, consistant à toujours suivre un principe économique et aller vers la théorie la plus économique. Et en général, ce qui est relégué, c'est toute la sphère de la signification, du sens. Et on a par exemple une illustration de ce réductionnisme généralisé dans la sociobiologie, dans le behaviorisme. Tous les humains et les animaux ne seraient régis que par des réactions à des stimuli. Et pour la sociobiologie ou le behaviorisme, il s'agit donc de pourfendre l'existence d'une vie psychique, mais on peut dire que cette voie est quand même triomphante aujourd'hui avec le programme de naturalisation de l'esprit, la fascination pour l'intelligence artificielle. Bon, voilà. Donc, cette manière de vider les individus de toute vie psychique, de signification, me semble ne pas correspondre à la réalité de cette unité psychobiologique sur laquelle je reviendrai un petit peu tout à l'heure. Et cette phrase qu'on entend souvent, « l'homme est un animal comme un autre », me semble tout à fait vaine. C'est une phrase probablement qui veut essayer de rappeler de rabaisser l'orgueil humain, comme Montaigne, bien sûr, l'a fait admirablement dans ses essais. Mais il me semble que cette phrase ne sert pas une pensée un peu valorisante de la vie animale, ne serait-ce que parce qu'aucun animal n'est un animal comme un autre. Donc en disant l'homme est un animal comme un autre, on cherche à rabaisser l'orgueil humain, mais en s'appuyant finalement sur une conception des animaux qui est très pauvre. La troisième mauvaise manière, mais là j'aimerais être beaucoup plus nuancée dans mon adjectif, mauvaise manière, c'est ce concept d'antispécisme que je n'aime pas beaucoup, parce que je crois, bon, il émane du courant de la philosophie analytique contemporaine, et je pense que lorsque l'on se focalise ainsi sur l'espèce, on manque sa cible, parce qu'au fond, ce n'est pas l'humanité comme espèce qui méprise les autres espèces, c'est une humanité qui s'autodéfinit comme un genre absolument à part. Et je pense que que ce concept ne prend pas suffisamment en compte la complexité des constructions culturelles, ne prend pas non plus suffisamment en compte les contradictions dont notre vie psychique est faite, et que sa transcription logiciste des problèmes, souvent avec cette habitude de mettre les choses en équation, si S dit P, enfin bref. Je prendrai un exemple précis, celui de dissonance cognitive, alors qui est un concept, je crois, qui vient de la psychologie sociale, et qui évidemment a son intérêt pour décrire un certain nombre de nos conduites. Mais je crois que lorsque l'on, comme l'a fait un collègue canadien, voir son steak comme un animal mort, il place ce concept de dissonance cognitive au cœur de son analyse, et de fait, il y a cette dissonance cognitive, c'est-à-dire, au fond, je fais quelque chose avec quoi je ne suis pas d'accord.
Mais ça n'est un problème que pour la vie morale, pour la vie psychique. La dissonance cognitive n'a strictement aucune importance et ne constitue jamais un frein. Donc voilà, je crois que l'antispécisme simplifie le problème qu'il a à résoudre, l'obstacle qu'il a à surmonter. Mais bien sûr, je suis beaucoup plus nuancée là dans ma critique, puisque je suis en accord avec, comment dirais-je, les propositions et le type de monde, de relation qui est proposé par ce courant. Donc, mes réserves sont vraiment d'ordre philosophique et conceptuel et pas d'ordre éthique, je dirais. Alors, pourquoi faire le choix de la phénoménologie alors que, en effet, quand on se préoccupe des animaux de façon qui n'est pas simplement livresque, et comme François l'a rappelé, en effet, pour moi, c'est une préoccupation de vie et pas simplement un problème théorique. On peut se demander pourquoi aller vers la phénoménologie qui ne s'est pas posé en fait le problème du traitement des animaux, alors que tout le courant de l'éthique animale, mais en effet plutôt donc analytique, s'en préoccupe. Eh bien, il me semble que justement, la phénoménologie, d'abord dans ses premières, dans ses fondements, à la fois montrer l'impasse du dualisme, l'écrasement du monisme, et le fait aussi qu'elle, évidemment, elle est très très loin de la simplification à certains égards de l'approche analytique. Elle me semble très précieuse dans la mesure où elle donne des outils pour valoriser les animaux sur le plan ontologique. Car ce qui manque à leur valorisation, c'est moins justement la cognition, par exemple. On peut dire que ces courants, un certain nombre de courants actuels abordent et défendent le droit des animaux sur les fondements de leur performance cognitive, avec le problème évidemment de refermer assez rapidement la porte après les grands singes, peut-être les dauphins, voilà, quelques espèces animales dont les performances cognitives sont très développées. Et je trouve que c'est là aussi une voie, une impasse, parce que certes, il y a quelque chose de très convaincant dans ces démonstrations, mais on retrouve encore l'idée que finalement, ces animaux sont intelligents, mais à la manière d'un enfant de 3 ans ou de 4 ans. Et encore une fois, on réduit les animaux à quelques performances qu'on essaye de trouver chez nous-mêmes. La phénoménologie ne s'y prend pas du tout comme ça. D'abord, elle s'intéresse à toute forme de conscience et pas simplement à la conscience humaine, même si les phénoménologues ont évidemment beaucoup plus développé cet aspect. La phénoménologie va s'intéresser aussi au monde des significations, le fait de doter les choses environnantes de signification, va penser les animaux dans un monde et pas simplement dans un milieu dans lequel ils puisent les éléments qui vont répondre à leurs besoins. Et elle nous offre, grâce à la diversité de ces grands auteurs, quelques concepts qui m'apparaissent comme absolument majeurs. Le concept d'inquiétude que l'on trouve chez Hegel dans sa philosophie de la nature. Il mène en effet une analyse comparée conjointe de l'organisme végétal et de l'organisme animal et montre que cette disposition propre aux animaux qui est le mouvement spontané, le fait que les animaux soient obligés d'affronter l'extériorité, une extériorité donc possiblement dangereuse et menaçante,
introduit en eux une disposition générale, il dit, d'inquiétude, d'anxiété et de malheur. Et je crois que contre, plus tard, Heidegger, par exemple, qui décrit la vie animale comme une vie béate, je pense que c'est vraiment très important pour penser la condition que nous faisons aux animaux aujourd'hui, qui sont donc la plupart du temps confinés. Ben, c'est le terme zootechnique, hein, voilà, qui est devenu évidemment très trivial maintenant. Captifs, enfin, on ne va pas tout décrire, mais je pense que cette dimension permet non seulement de penser les souffrances physiques, enfin, qu'on ne peut évidemment pas dissocier des souffrances psychiques, puisque une souffrance, c'est toujours ma souffrance, mais je crois que ça donne vraiment une profondeur à la vie animale que je crois on ne trouve dans aucun autre courant philosophique. On doit à Merleau-Ponty l'idée d'une existence animale. Dans les causeries, il parle même d'une existence jetée. Alors évidemment, c'est très frappant, ces expressions typiquement existentialistes pour parler de la vie animale, précisément parce que l'animal ne pouvant pas conceptualiser sa situation, mais en même temps vivant du fait qu'il a une vie psychique, les affres de toute vie psychique. Voilà, c'est une expression, je crois, très, très frappante chez Merleau-Ponty d'existence jetée. Évidemment, tout son travail sur le comportement. Et puis, on doit évidemment aussi, enfin évidemment, je ne sais pas si c'est évidemment, mais à Husserl, à la fin de sa vie, qui ouvre un chantier malheureusement laissé en friche, sur la manière dont les animaux participent à la constitution du monde et son affirmation selon laquelle les animaux sont comme nous sujets d'une vie de conscience. Donc, en effet, je crois que la phénoménologie nous permet de sortir non seulement du dualisme un peu grossier, de l'éminemment de dignité métaphysique de l'homme ou d'un dualisme cartésien dont je pense donc nous ne sommes pas du tout encore sortis, en tout cas dans les faits, de sortir aussi d'un matérialisme un peu simpliste et réductionniste, et aussi de donner un peu plus de chair à cette question que ne le fait les concepts de la philosophie analytique. Et enfin, pour terminer, il y a en effet un nouvel ennemi, c'est ce discours actuel sur les arbres, sur les plantes, qui tendent à ne plus être distingués des animaux, voire même des humains. Et il y a donc là encore, je crois, une sorte de bouée de sauvetage qui a été lancée de la part de certains auteurs au moment où, comme l'avait si admirablement décrit Derrida, la société commence à être taraudée par cette question de la façon dont nous traitons les animaux. Et je me suis rendu compte que ce thème de la souffrance des plantes venait vraiment au secours des personnes qui ne voulaient surtout pas se poser la question du traitement des animaux, qui est effectivement une question complexe, qui nous met face à nous-mêmes. Et donc, nous sommes, comme les économistes le montrent dans leurs études, nous pouvons très facilement changer de croyance pour continuer à avoir les mêmes pratiques. Et voilà, pour eux, c'est une chose tout à fait banale. On nous sert un nouveau récit, et si ce récit nous arrange, eh bien, nous y adhérons extrêmement facilement. Donc voilà, dans ce moment qui m'a été offert, j'ai brossé un peu le panorama général de ce qu'on peut appeler la question animale.
Merci beaucoup, Florence, parce que c'est d'une clarté vraiment magnifique, alors que bon, vos lecteurs et vos lectrices savent que vous avez une puissance conceptuelle qui fait que voilà, chaque livre demande une grande réflexion, et donc je trouve admirable d'arriver à le présenter aussi clairement et de rappeler ce parcours. Si vous voulez bien, je vais vous poser des questions sur la situation philosophique contemporaine au regard de la question animale. Et puis ensuite, peut-être on travaillera, enfin, je poserai des questions oui, plus précises sur certains aspects de votre travail. Est-ce que vous pourriez faire un point sur la question animale en France aujourd'hui, pas d'un point de vue politique, même si, bon, mais du point de vue de la réflexion, je vais le dire de manière un peu naïve, hein, mais de l'extérieur, mais on a l'impression qu'en France, on a beaucoup parlé du livre fondateur ou phare d'Élisabeth de Fontenay, pour refaire en quelque sorte l'histoire de la philosophie et y repérer le refoulement de l'animal, mais qu'au fond, à part aussi ensuite voilà, Derrida, on en est un petit peu resté là, et qu'il y a, bah, vous essentiellement, quelques autres personnes, mais surtout vous, qui avez développé une véritable philosophie de la question animale, une phénoménologie de l'animal. Et voilà, on s'est dit au fond, est-ce que le milieu philosophique véritablement a bougé? Est-ce qu'il est allé vers d'autres choses que cette référence? Est-ce que, bon, bien sûr, il s'est mis à vous lire, heureusement, mais est-ce que vous sentez quelque chose qui change dans le milieu philosophique? Alors, j'ai l'impression qu'il y a quand même un courant mais peut-être plus environnementaliste, qui s'intéresse aux animaux sauvages. Je pense aux gens qui écrivent dans la collection Monde Vivant, Baptiste Morisot sur les loups, Vinciane Després, voilà, peut-être plus sur les animaux sauvages, sur nous réintégrer dans la grande totalité. Alors, il y a aussi je ne connais pas toutes les publications, il y a pas mal de publications militantes aussi, des témoignages bon, ça, c'est pas vraiment de la philosophie à proprement parler, hein, de gens qui parlent de leur prise de conscience. Mais ce que je vois vraiment de nouveau changer, c'est le nombre de doctorants en philosophie qui veulent travailler sur ces questions. Et je pense que ça, c'est vraiment nouveau et c'est une chose qui fait évidemment très plaisir de voir que la jeune génération des trentenaires, ou un peu plus, enfin disons des trentenaires, euh, est de plus en plus intéressée par ces questions. Et autant à mon époque, si je puis dire, s'engager dans une thèse sur cette question, c'était totalement saugrenu et pas très facile. Autant aujourd'hui, je remarque, enfin, par exemple, dans l'école doctorale dans laquelle je suis, à l'ENS, eh bien, ces sujets ne sont, parce qu'ils sont appréciés par un comité pédagogique dont je ne fais pas du tout partie, cela ne constitue en rien un frein. Donc, cela veut dire que même s'il n'y a pas dans notre génération des collègues qui se sont mis à travailler sur cette question, elle ne leur semble plus étrange. Je crois qu'elle est devenue une question sinon académique, en tout cas une question légitime, mais presque académique, puisqu'il y a eu tout de même l'animal au programme de l'agrégation en 2012. Il y a cette année l'animal au programme du concours des grandes écoles de commerce. Donc ce sont tout de même des signes qui montrent que la question est prise au sérieux. C'est un premier pas. Est-ce que vous sentez malgré tout de fortes résistances encore, ou est-ce que ces barrières tombent sans forcément avoir besoin de citer de nom, même si vous pouvez en citer? Non, non, je ne veux pas citer de nom, bien sûr. Je pense qu'on ne rencontre plus l'agressivité qu'on pouvait rencontrer.
vraiment une agressivité assez forte. Je crois qu'aujourd'hui, même si bien sûr il y a encore des désaccords fondamentaux, la position qui est incarnée par ceux qui prennent au sérieux cette question et qui considèrent que voilà, la façon dont on traite les animaux est une question évidemment à part entière, ne sont plus ridiculisés. Je crois que plus personne n'ose faire ça. Et probablement parce que il y a eu une visibilité médiatique de ces conditions. Au fond, tant que personne n'en savait rien et que la majorité des gens et des penseurs, des gens importants, des prescripteurs d'opinion avaient tout ce, enfin, avaient pour eux cette espèce de certitude d'être dans leur bon droit, qu'est-ce qu'on pouvait leur opposer d'autre que des idées qui pouvaient au fond être soit qualifiées d'anthropomorphiques, voilà, ça c'est la grande arme, la plus ridicule d'ailleurs, soit mettre en doute les informations qu'on pouvait avoir parce que celles-ci étaient très peu diffusées. Donc, je crois que face à des réalités qui ont été montrées par les images, les adversaires des animaux, si je puis dire ça de façon un peu caricaturale, ne se sentent plus aussi à l'aise pour ricaner au bout du compte. Voilà. Est-ce que cette réflexion, vous qui la menez de manière très philosophique, vous pensez qu'elle est aussi soutenue par d'autres disciplines et est-ce que cette multidisciplinarité dans la réflexion sur l'animal, du côté par exemple des historiens ou du côté des juristes ou peut-être du côté des scientifiques, je ne sais pas, est-ce que voilà, ça soutient aussi votre discours? Est-ce qu'il y a véritablement est-ce que ça circule? Est-ce qu'il y a une communication qui dépasse les ancrages disciplinaires? Alors, il est curieux de remarquer, mais on est plusieurs à l'avoir remarqué, que les scientifiques sont les plus réticents à prendre position. Alors, ça peut sembler paradoxal parce que ce sont des scientifiques qui, évidemment, sont tous des darwiniens, qui sont les premiers à dire mais l'homme est un animal, enfin bon, à faire tomber les barrières. Et en même temps, ce sont les plus, je dirais, les plus conservateurs dans les idées, dans les pratiques. Alors, comment on peut l'expliquer? Je crois que dans notre discipline en particulier, lorsqu'on s'engage dans un travail de thèse, c'est le doctorant ou la doctorante qui choisit son sujet et qui cherche quelqu'un, un professeur, qui acceptera ce sujet. Tandis que pour les scientifiques, il en va tout à fait autrement. Ils réalisent la thèse, ils réalisent un travail sur un sujet dont un laboratoire a besoin. Et ensuite, ils sont, je crois, très longtemps inféodés au directeur de ce laboratoire. Enfin, j'ai à peu près compris que c'est comme ça que ça se passait. Donc, je crois qu'il y a dans nos disciplines l'attitude critique est valorisée, le choix d'un sujet, le fait de ne pas être suiviste sont quand même des qualités qui sont valorisées. Donc, les scientifiques sont très peu présents. En revanche, en effet, il y a aujourd'hui des réseaux de chercheurs de différentes disciplines qui ont pris contact les uns avec les autres. D'ailleurs, il y a un groupe informel qui existe, groupe interdisciplinaire sur la condition animale, où il y a vraiment des chercheurs de différentes disciplines que réunit une préoccupation pour la condition animale. Et ce sont plutôt les gens des sciences humaines, les juristes, les philosophes. D'accord. Alors, pour une dernière question sur ce contexte intellectuel de la réflexion sur l'animal, sur la condition animale, on a parlé de la situation française. Est-ce que vous pourriez dire un mot sur la connaissance, le dialogue ou l'ignorance de la réflexion sur l'animal aux États-Unis? J'étais longtemps frappé par, bon, c'est pas étonnant de la part de la France, mais par une espèce de mépris assez arrogant
pourrait dire par exemple celui d'Élisabeth de Fontenay qui peut dire comme ça, oui, mais ce que font les Américains, enfin, c'est un paquet groupé, voilà, de toute façon c'est nul, on le sait, voilà. Mais voilà, c'est-à-dire que aussi malgré tout, peut-être du côté de certains philosophes qui sont peut-être aussi aux alliés, du côté justement de ceux qui vont travailler sur d'un point de vue phénoménologique, sur la question de comportement et de manière très conceptuelle et bien sûr très, 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 très respectable, mais du coup, une espèce de, comment dirais-je, oui, un petit peu de mépris. Je ne l'ai pas senti tout à l'heure, mais quand vous avez parlé un peu des analytiques, bon, au sens où finalement, voilà, aux États-Unis, on serait un petit peu comportementaliste, ou on en resterait à des choses très pragmatiques et on ne réfléchirait pas assez sur la profondeur conceptuelle de ce que c'est que le comportement animal. Voilà. Donc, bon, je lance un petit peu le débat là-dessus, mais plus généralement et plus sérieusement peut-être, est-ce qu'il y a il y a une communication? Est-ce que les livres, parce qu'il y a une réflexion immense, on le sait très bien depuis longtemps aux États-Unis sur différents aspects de la question animale. Est-ce que les traductions sont plus nombreuses aujourd'hui? Est-ce qu'il y a plus de dialogue tout simplement entre vous, entre des philosophes français et des philosophes aux États-Unis et pas simplement entre les philosophes? Est-ce que la communication passe un peu mieux? Alors, je crois que vraiment, concernant la condition animale, ce sont les philosophes de langue, on va dire de langue anglaise, parce qu'il y a les Américains, je pense qu'il y a aussi des Anglais, des Canadiens, bon, dont beaucoup parlent français aussi, mais voilà, tout ce... Je pense que la philosophie de langue anglaise sur les animaux est beaucoup plus avancée, beaucoup plus large, beaucoup plus importante que ce que je peux moi faire dans mon coin sur la phénoménologie, c'est certain. Le dialogue entre ces deux mondes est compliqué parce que ce ne sont pas du tout les mêmes pas du tout les mêmes références philosophiques, pas du tout les mêmes manières de poser les questions. Moi, j'ai lu avec beaucoup d'admiration le livre de Tom Regan que j'aurais bien été incapable de lire en anglais, que donc notre collègue Henri Cutria, lui-même spécialiste de ces questions, a traduit et a mis 10 ans à traduire. Et c'est un livre évidemment très important pour la réflexion. Il y a bien sûr les livres de Peter Singer qui sont traduits. Et on sait combien son livre, pardon, La libération animale, paru en 1975, la traduction de ce livre, j'entends autour de moi que sa lecture a vraiment bouleversé des gens, a transformé complètement leur façon de voir les choses. Donc il faut dire de façon très, très honnête que concernant la préoccupation pour les animaux, la pensée de la condition animale, ce sont ces philosophes qui Bien sûr. Mais vous ont voyez, fait, ont fait le travail. Oui, vous citez Peter Singer ou Tom Regan, mais bon, ces références sont déjà anciennes. Anciennes. Est-ce qu'on on lit un petit peu Donna Haraway, par exemple, mais bon, il y a quand même une grande richesse de cette réflexion aux États-Unis qui semble ne pas véritablement être traduite en Alors, France. Donna Haraway, elle est un peu traduite. Moi, je dois dire que j'ai eu beaucoup de mal à lire son livre Manifeste des espèces compagnes. Je me sens vraiment très, très loin de sa pensée. Je n'ai aucune affinité, je l'avoue. Je pense que d'autres connaissent beaucoup mieux que moi tout ce courant, à vrai dire. Parce que je me tourne un peu vers d'autres questions ou vers d'autres manières de les poser. Et du coup, je ne mesure pas bien l'ensemble des ouvrages très contemporains qui mériteraient d'être traduits. Mais je crois que les philosophes qui travaillent sur la question animale, en éthique animale,
sont tous des gens qui lisent parfaitement bien l'anglais et qui connaissent tous ces auteurs que, au fond, moi, je l'avoue, je ne les connais pas. Mais je vois dans les articles que je peux lire, en effet, tout un ensemble d'auteurs de langue anglaise. Et par exemple, ma collègue angliciste Émilie Dardenne, par ses travaux, j'en prends connaissance, mais j'avoue mon ignorance en fait de toute cette richesse aussi parce que il y a pour moi l'obstacle de la langue aussi. Voilà, je l'avoue. Je voudrais poser une dernière question avant de revenir plus précisément sur votre travail, sur votre implication, comment le dire, bon, je ne sais pas si vous assumez le mot militante ou pas, en tout cas sur votre implication, oui, pratique dans les causes, dans les associations. Est-ce que vous pourriez dire un mot de la difficulté en France de travailler concrètement sur ces questions face au lobby de la viande, face évidemment à des intérêts pour défendre des industries, face aussi à peut-être à une culture très carnivore en France. Est-ce que vous pourriez dire un mot de cela et au fond, voilà, du fait que même si vous travaillez comme philosophe, vous êtes aussi confronté à cette hostilité, à ce lobby extrêmement fort en France. Alors moi, je ne fais pas partie, d'aucune association, peut-être aussi d'abord à cause du devoir de réserve que nous devons observer. Je suis adhérente de plusieurs associations et volontiers disponible si on me demande un coup de main pour relire quelque chose. Voilà, mais je n'appartiens à aucune association en particulier. Je peux dire que mon expérience de confrontation au lobby, je l'ai vécue 3 fois. Dans le monde politique, en fait, lorsque j'ai été sollicitée pour des auditions. Et c'est une expérience évidemment à la fois intéressante et terriblement affligeante. La première fois, donc, c'est au moment où les premières vidéos de l'association L214 ont déclenché une commission d'enquête sur les abattoirs. Sous la direction du député Olivier Falorni. Et au cours de cette enquête, il y a eu énormément d'auditions. Alors, toute la filière de la viande a été auditionnée, les associations, et puis quelques chercheurs ont été auditionnés. Et donc, j'ai fait partie des personnes auditionnées. Et ce qui m'a évidemment... j'ai pu être frappée par le caractère parfois très extrême et très décomplexé du discours de certains députés, dont un qui, après la séance, nous a expliqué qu'il tuait ses chiens et ses chats de ses propres mains lorsqu'il jugeait qu'ils n'étaient plus utiles. Voilà, on sait que le monde de la chasse est très surreprésenté. Donc on entend des choses ahurissantes puisque ce sont quand même des gens qui représentent la population. Ma deuxième expérience a été une audition devant le groupe élevage du Sénat. Là, c'était vraiment caricatural. Je n'ai pas passé un très bon moment, je l'avoue. Voilà, j'ose même pas répéter ce qui s'est dit tellement c'était caricatural. Et puis, tout récemment, et ça c'est un épisode évidemment intéressant, le groupe de Cédric Villani, qui est donc un dissident de la majorité, a fondé ce parti Écologie, Démocratie, Solidarité et a pu bénéficier, grâce à la niche parlementaire, de la possibilité de présenter une loi donc, qui devait être discutée à l'Assemblée.
Et cette loi reprenait les 6 points du référendum pour les animaux qui a été lancé il y a quelques mois. Et donc, j'ai été auditionnée. Et il y avait là le même député que j'avais rencontré préalablement à la commission d'enquête, enfin, qui fait évidemment pas du tout partie de ce nouveau parti, et qui, là encore, voilà, a dit devant les gens qui étaient là, qui s'est vanté, on pourrait dire, d'avoir tué son premier veau à 14 ans et sa première vache à 18 ans. Et Et député, vous pouvez dire son nom. c'est le député Yves Daniel, voilà, qui est un éleveur et qui ne comprend pas du tout, en fait, il m'a dit je ne comprends pas du tout ce que vous dites. Nous sommes dans une société intellectuelle et médiatique qui n'a plus les pieds sur terre et voilà, ils ne comprennent pas du tout pourquoi en fait on se préoccupe des animaux. Donc c'était une espèce de dialogue de sourds. Mais il y avait en même temps donc ces députés qui ont fait ces propositions de loi et ce qui s'est donc passé le jour des discussions, puisque les discussions doivent s'arrêter à minuit, c'est réglementaire, c'est que la loi précédemment discutée a été chargée d'énormément d'amendements, parfois redondants, pour éviter que la loi sur la condition animale soit discutée. Et en effet, elle n'a pas pu l'être. Voilà. Donc là, c'est une expérience précise, récente du poids des lobbies. Est-ce que vous pourriez dire un mot de la notion de bien-être animal qui semble quand même aujourd'hui émerger, donc le souci du bien-être animal? Alors, je crois qu'on peut être un peu critique là aussi de cette notion, parce que je l'ai vu naître, en réalité, je l'ai vu naître il y a 20 ans maintenant. Alors, je crois qu'on peut être un peu critique là aussi de cette notion, parce que je l'ai vu naître, en réalité, je l'ai vu naître il y a 20 ans maintenant, à l'INRA, lorsque un groupe a été créé sous le titre d'Agri Bien-être. Et au fond, cette notion a été forgée par l'institution pour répondre aux attaques dont l'élevage industriel faisait l'objet. Et s'il y a bien sûr des chercheurs qui souhaitent modifier les conditions d'élevage, au fond, cette question du bien-être animal, elle s'est jouée à l'intérieur des systèmes industriels. Et là aussi, la perspective réductionniste permet d'envisager le bien-être animal à peu de frais. Par exemple, dans les grandes porcheries où il y a je ne sais combien de truies attachées, de mettre des ventilateurs, et on appelle ça bien-être animal. Bon, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on voit en effet, on assiste à une inflation de ce terme, qui est problématique aussi parce que, alors premièrement parce qu'il est là pour cacher la misère, et deuxièmement parce que quand on parle de bien-être, on estime qu'il y a un niveau déjà assez satisfaisant qui est déjà acquis et qu'on veut améliorer. Être bien, c'est un plus par rapport au fait de se trouver déjà dans une situation relativement confortable. Donc, le terme suggère quelque chose qui ne coïncide pas du tout avec les initiatives qui se trouvent associées à ce mot. Et ce mot, comme le mot éthique, les mots respect, sont employés de façon massive. On trouve même des formulations absolument folles du type bien-être des animaux dans les abattoirs, respect des animaux dans les laboratoires, éthique de la chasse. Bon. Et bien sûr, on voit que cette rhétorique est là pour mettre un peu d'huile dans les rouages et pour faire pour cacher les problèmes. Donc, enfin,
évidemment une technique fort ancienne hein, d'utiliser de la rhétorique pour ne pas agir. Donc on voit en effet le terme est partout. Je voudrais relayer une question de Sarah Kay, qui d'abord vous remercie pour cette magnifique présentation et qui dit, parce que Sarah est donc une collègue de notre département et qui travaille, enfin qui croise à plusieurs moments la question animale, elle dit « J'ai fait cours hier sur la question animale avec des extraits d'Aristote, de Heidegger et d'Agamben, où on a constaté que tous les trois se servaient de la poésie pour avancer leurs arguments. Alors la question, c'est la poésie ou la littérature peuvent-elles, selon vous, s'allier à la phénoménologie pour éclaircir les questions qui vous préoccupent? Ah oui, je dis oui sans aucune hésitation. Oui. Oui, je pense que là, il y a une vraie... justement, cette profondeur qui me semble tellement importante, eh bien, si on peut la trouver quelque part, c'est dans la poésie et dans la littérature. Et peut-être que les pages les plus bouleversantes, les plus justes sur les animaux, on les trouve dans la littérature. On les Par trouve exemple, pas. Oui. par exemple. Ah, oh ben, il y en aurait tellement. Ce qui vous inspire. C'est Colette, évidemment, qui me vient à l'esprit. Je trouve que il y a une petite anthologie, Bêtes libres et prisonnières, où elle décrit le malheur des animaux captifs, par exemple, de façon absolument poignante. Il y a aussi des pages, évidemment, dans Zola, et puis chez les contemporains, dans les bestiaires de Maurice Genevoix, enfin, etc., etc. Oui, je pense que c'est la littérature qui a le mieux parlé des animaux. D'accord. Alors, je voudrais poser deux questions sur deux sujets que vous avez beaucoup travaillé. C'est très difficile de le dire en 5 minutes, mais je voudrais quand même que les auditeurs de la Maison française entendent une part de votre argumentation, notamment sur les deux derniers livres que vous avez écrits, L'humanité carnivore. Au fond, est-ce que vous pourriez expliquer quel a été l'enjeu de ce livre? Je disais que c'est une sorte de déconstruction d'une certaine anthropologie historique sur ce que c'est que l'histoire humaine en tant qu'histoire d'une espèce carnivore. Quel a été l'enjeu pour vous de cette très très longue recherche que vous avez faite, parce que vous avez repris quantité de textes d'anthropologie? La question toute bête, c'est pourquoi l'humanité est-elle carnivore? Et en la précisant, pourquoi l'humanité est-elle encore carnivore? Parce que évidemment, dès qu'on pose cette question, on pense aux premiers hominidés et aux peu de moyens dont ils disposaient pour se nourrir. Et on pense aussi à toutes les disciplines qui ont répondu à cette question, jusqu'à l'argument trivial et qu'on entend toujours, parce que c'est bon. Et la question, au fond, ça a été si on peut répondre de façon très simple à cette question en se tournant vers la préhistoire. Les hominiens sont opportunistes, ils mangent ce qu'ils trouvent, ils récupèrent d'ailleurs des proies chassées par les carnivores plus habiles qu'eux à la chasse, car la chasse en groupe avec des armes n'apparaît pas évidemment tout de suite. On se demande pourquoi cette affaire-là continue. Il n'est pas certain. On part toujours du principe, dans une préhistoire, une paléoanthropologie qui est maintenant démodée, mais l'homme, ce vaillant chasseur qui est très heureux d'aller chasser, mais au fond, nous n'en savons rien. Et les interprétations les plus fines, les plus récentes des peintures pariétales ne montrent pas du tout la façon dont les animaux sont représentés, n'accrédite pas du tout l'idée que les espèces humaines, puisqu'il y en avait plusieurs à cette époque,
voyaient les animaux comme du simple gibier à abattre. Donc, la question, c'est pourquoi, en fait, on pourrait dire, pourquoi nous préférons les animaux morts plutôt que vivants? Pourquoi entretient-on, grâce à l'alimentation carnée, à une époque donc où on peut s'en passer, un rapport que j'appelle fondamentalement meurtrier aux animaux? Parce qu'évidemment, en les mangeant tous les jours, nous mettons en œuvre un processus indéfini et nous nous assurons de faire couler le sang des animaux sans fin. Et pourquoi voulons-nous cela? C'est ça la question. Je recommande particulièrement ce livre. Et deuxième question sur un autre aspect, mais que vous avez évoqué à la fin de votre présentation, un nouveau terrain, un nouveau combat que vous présentez. Bon, j'ai noté quand même que vous aviez un mot un peu fort, en disant, voilà, les nouveaux ennemis. Est-ce que ce sont tous des ennemis, ceux qui s'intéressent à la vie d'une manière générale ou au vivant et essayent donc d'étendre la définition de l'humain à une sorte de coappartenance au monde et au monde végétal? Oui, je sens, vous me regardez là comme ça avec une sorte d'ironie, je sens déjà, mais quand même, est-ce que voilà, ce souci justement de dépasser les frontières métaphysiques qui ont sans arrêt voulu établir une exception humaine, même si ça vous paraît aller trop loin, est-ce que malgré tout, ça ne va pas dans le bon sens que justement de sortir de cette exception humaine et de penser, sinon une sensibilité commune, mais enfin de penser une co-appartenance de l'homme à tous les êtres vivants ou les individus vivants, mais précisément votre livre revient sur ces notions pour savoir ce que c'est que la sensibilité, savoir ce que c'est que l'individualité. Donc, donc c'est une discussion proprement philosophique que vous menez, mais voilà, j'aimerais que vous disiez un petit peu plus sur votre enjeu dans qu'est-ce qu'une plante. Alors, avant de répondre, je pense qu'il y a quand même une exception humaine et je pense que c'est Nietzsche qui la formule quand il dit « l'homme est l'animal malade ». C'est le sentiment que dans l'histoire de l'évolution, avec Homo sapiens, quelque chose disjoncte. Il y a quelque chose qui disjoncte. Voilà, peut-être c'est ça l'exception humaine. Mais non, je n'étais pas ironique. Au contraire, j'ai employé le mot ennemi et volontairement de façon exagérée. Au fond, les gens qui travaillent sur les plantes aujourd'hui sont assez divers et les enjeux pour eux sont différents. Au fond, cette histoire commence dans les années 70 avec les philosophies de l'environnement qui parlent des entités naturelles et qui mettent dans cet ensemble des éléments très hétérogènes. Et voilà pourquoi c'est problématique. L'eau, la terre, des roches, des poissons, des insectes, des fleurs, des arbres, tout ça sont des entités naturelles et on fait de ces écosystèmes un centre de valeur à l'intérieur duquel l'animal ne vaut pas plus que le rocher. Voilà. Donc ça, bien sûr, ça me semble très problématique. Il y a aussi un courant aujourd'hui qui, je pense, se rattache à l'anthropologie de la nature de Philippe Descola, le choix du monde végétal pour, en effet, décentrer un petit peu les choses, aller vers d'autres ontologies, la forêt qui pense. Donc il y a cela pour déconstruire les catégories occidentales et peut-être au prix je pense, d'une reconstruction un peu fantasmatique, un peu enjolivante d'autres ontologies, parce que je ne crois pas qu'il y ait eu de façon claire et distincte les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Je pense que c'est malheureusement un peu plus sombre que ça. Il y a effectivement des auteurs qui vont
créditer les plantes d'une intelligence et aussi de sentiments extrêmement élaborés, je ne sais pas moi, la jalousie, le désir de vengeance, enfin des choses un peu curieuses. Bon, quel est leur but? Je ne sais pas trop. En revanche, il y en a certains qui égalisent de façon explicite les plantes et les animaux en disant la plantule du chêne broutée par le chevreuil souffre autant que le sanglier égorgé par le loup. Donc ça, c'est Peter Wohlleben, Dominique Lestel dans Apologie du carnivore. Les végétariens disent qu'ils ont une alimentation qui est exempte de souffrance. Mais pourquoi est-il plus éthique de faire souffrir une carotte plutôt qu'un lièvre? Donc on se dit, est-ce que vraiment ces gens ne voient pas du tout la différence? Ou bien est-ce que c'est de la pure mauvaise foi? Et tout de même, Peter Wohlleben, à la fin de son livre, dit vous, chers lecteurs qui êtes au coin du feu, vous vous chauffez avec le cadavre d'un être qui crépite. Les pages de votre livre sont des copeaux qu'on a arrachés au corps du être. Est-ce pour autant blâmable? Non. Il faut traiter les plantes aussi bien que les animaux. Tout souffre dans la nature. Donc, en gros, nous pouvons tout faire. En tout cas, ne vous préoccupez pas du sort des animaux. Tout le monde y passe. Alors, quelle est la différence? Donc, il y a quand même... Oui. Alors, quelle est la différence? Qu'est-ce que vous répondez? Quelle est la différence? Oui. Alors, les différences sont très Vous avez nombreuses. écrit un immense livre, donc c'est difficile, mais est-ce que vous pourriez dire quand même juste quelques mots sur là où les différences? Alors, évidemment, la différence fondamentale, c'est que l'arbre, la plante, n'a pas un vécu, elle ne ressent pas sa propre vie. Elle réagit à des stimuli de façon extrêmement fine et complexe. Elle ne connaît pas la naissance et la mort. Les arbres sont potentiellement immortels. Les plantes se reproduisent en se divisant. Vous coupez une plante en deux, vous en faites deux, et puis quatre, et puis huit, etc. Alors que si vous faites ça, évidemment, avec un individu, vous le tuez. La vie végétale a une espèce d'impassibilité, d'indifférence. Elle n'a pas le souci de sa propre vie. Ce n'est pas un être de chair et de sang, précisément, qui souffre et meurt comme dans le règne animal. Certes, tout problème est d'interpréter les mouvements provoqués par des éléments que l'on voit chez les plantes en y plaçant une intentionnalité, en imaginant des sentiments, alors qu'il s'agit d'une forme de vie radicalement différente de la nôtre. Et peut-être qu'il vous répondrait que vous reproduisez sur les plantes tout ce qu'on disait autrefois sur les animaux, qui sont simplement qui réagissent à des stimuli. Donc, qu'est-ce qui vous permet malgré tout de dire que les végétaux, bon, on a bien entendu quand même un certain nombre d'arguments, mais qu'ils ne ressentent pas, qu'ils n'ont pas de vécu, qu'ils ne souffrent pas, etc. Parce qu'en fait, rien ne permet de dire ça. Oui. Rien ne permet de le dire en vérité. Absolument rien. Très bien. On arrive au terme de notre entretien. Peut-être juste une dernière question. Quel vous paraît être aujourd'hui le combat à mener pour que les choses changent sur le traitement de l'animal, sur la condition animale? Est-ce qu'il y a, on le voit à travers évidemment certaines associations militantes et notamment L214 en France, quoi. Mais est-ce que vous diriez que par exemple juridiquement, est-ce qu'il y a un combat à mener sur des situations, sur l'abattoir ou sur une question juridique ou sur une question psychique à faire entendre, que selon vous, quel est le... Bon, ils sont multiples, bien sûr, mais
Quel est le combat à mener aujourd'hui? Il me semble évidemment que le droit, non seulement il rend licite des pratiques, et donc évidemment il les perpétue, mais en plus, en rendant, tout ce que le droit rend licite, même si le droit, c'est pas la morale, dans l'esprit, dans notre esprit, ce qui est licite, au fond, c'est que quelque part, c'est légitime. Donc, c'est probablement pour cela que les associations font porter leur combat sur le droit. En même temps, quand on voit que le législateur, c'est le politique et que les lobbies sont très présents, on est un peu découragé. Donc, probablement, faut-il aussi tout faire pour que le regard d'une société change, mais cela passe par de multiples voies. VOUS. Merci beaucoup, Florence. Je disais que les Français ne lisent pas assez les Américains, mais j'espère en tout cas que les Américains vont vous lire et que tous vos livres vont être peu à peu tous traduits parce qu'ils sont essentiels pour cette réflexion sur la condition animale. Merci et on vous retrouvera sur le site de la Maison Française sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup François, merci à tous.